Bah, il y a une colère malgré tout sur un système injuste qui empêche une immensité de population de se réaliser. Donc si tu veux, c'est le 1er des combats, c'est celui-ci. Il faut être fait pour ce métier. Et puis j'admire les Laurent Delahousse, David Pujadas, c'est brillant. Enfin, c'est des gens que j'admire, mais qui sont faits pour ça et qui le font très bien. Ça n'est pas mon cas, donc pour le coup, tu vois, j'ai pas l'ombre d'un regret. Non, mais c'est super, t'as fait Non, mais... un chemin qui était assez cohérent, en tout cas de film important. L'ascenseur social n'est pas bloqué, la famille. On est là, on a la rage, on a la hargne, on a le cerveau. On peut tous en sortir. Elle vient d'où cette détermination? Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Si t'es sûr de ce que tu veux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Bienvenue dans Génération Déterminée, le podcast qui développe l'esprit d'initiative. Je suis Samy Bouguerne et cette semaine nous recevons Mélissa Thoriot. Si je devais caractériser cette femme en un seul mot, ce serait par la liberté. La liberté qui l'a poussée à renoncer au JT de TF1, qui l'a poussée à quitter M6 et Zone Interdite pour créer sa propre entreprise 416 Prod, une boîte qui fait bouger les lignes. Elle revient avec nous sur son parcours de journaliste à productrice engagée. Bonne écoute à vous. Bonjour Mélissa. Bonjour Samy. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Super, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation dans Génération Déterminée. Et merci de nous recevoir dans ces beaux locaux de 416 Prod. Avec plaisir. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours lors de l'avant-première de Premier de Corvée, le nouveau documentaire produit par 416 Prod et réalisé par Julia Pasquale, Camille Milran et Émile Costard. C'est ça. Et qui sort à l'heure où je parle aujourd'hui sur Arte. On va pouvoir en reparler. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, je suis Mélissa Thoriot, j'ai 45 ans bientôt. Je suis productrice de documentaires depuis une quinzaine d'années, à peu près, je crois. Voilà, je suis journaliste de formation et donc productrice de documentaires en étant beaucoup plus libre depuis quelques années. Voilà le métier que je fais pour la télévision essentiellement, les plateformes bientôt. Qui sont aujourd'hui très en vogue. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment s'est passée ton enfance, ta jeunesse? Alors, je viens de la banlieue de Grenoble, où j'ai grandi. J'ai étudié à Grenoble. Je suis venue faire des stages régulièrement à Paris, puisque je me suis spécialisée dans l'Institut des médias, qui formait au métier de journaliste, entre autres. Et le terrain, les stages m'ont ouvert quelques portes et m'ont permis de démarrer ce métier, finalement. Donc, c'est à la fois la chance et puis l'abnégation aussi de quitter peut-être Grenoble et de viser en effet des médias dans lesquels j'avais envie d'évoluer. Tu quittes Grenoble à quel âge? À quel âge? Quand j'ai un premier contrat à LCI, et donc j'aurais dû calculer, je suis complètement nulle pour me retourner sur les âges. Je dois avoir 20, non quand même, un peu plus, 23. Ok. Et donc cette enfance à Grenoble, elle se passe comment? Tu grandis dans quel cadre? Écoute, famille moyenne, parents passionnés par leur boulot, ils sont dans la psychologie du travail et très occupés, donc j'ai toujours vu mes parents beaucoup travailler. Ce qui, je pense, est moteur aussi pour après oser peut-être se réaliser. Quand tu as des parents qui sont passionnés par leur métier, déjà, je trouve que c'est quelque chose qui peut te pousser à aller chercher un confort intellectuel, en tout cas à te réaliser. Voilà, un frère plus jeune, famille moyenne, donc le sens à la fois du plaisir d'être ensemble et en même temps pas des moyens délirants, pas de grandes écoles qui coûtent cher parce qu'il n'y avait pas les moyens. Vie chouette, quoi, vie plutôt paisible. Et comment t'en es venu au journalisme? Parce que je pense qu'au départ, tu voulais devenir juge pour Ouais. enfants. Et tu as même fait une licence de droit. Tu as Ouais. commencé une licence de C'est droit. vrai. T'es très bien renseigné. Et je fais des films sur des juges maintenant et ça continue de... Et comme quoi? Ouais, Parcours. ouais, j'aurais adoré et être juge des enfants. Et dernièrement, j'ai produit un film qui s'appelle Bouche cousue et qui met en lumière le travail d'un juge incroyable. C'est un métier qui continue de me fasciner, qui continue de m'effrayer aussi. L'état de la justice et les moyens qui sont consacrés, c'est encore autre chose. Mais en vrai, le droit, c'était pas forcément pour moi. C'est super dur.
J'ai plus eu de curiosité pour le monde qui m'entourait, la société dans sa complexité. C'est vrai que le métier de journaliste me semblait, c'est pas plus à ma portée, c'est-à-dire que je sentais que c'était un métier que je pouvais faire, quoi. Heu, Être juge, ça demande quand même un sacrifice et des études sacrément dures et longues. J'avais peut-être pas la rigueur et le talent, tout simplement. Et donc, tu deviens un journaliste, Mmh. tu le disais, à force de stage et d'abnégation également. Donc, tu rentres chez LCI, donc Ouais. filiale du groupe TF1. Ouais, j'ai fait plein de stages avant dans d'autres chaînes, mais c'est vrai que c'est LCI qui me donne un premier contrat, en fait, où je suis payée. Donc je suis pigiste et je fais le job, le plus ingrat et complet, qui permet, en fait, d'avoir une vision assez complète du métier. Donc c'est, être au desk dans une chaîne info. On était au tout début, hein, du hard news et des chaînes info. Donc c'est aussi une chance, et d'être dans un grand bain où tout était en ébullition et en découverte et en fabrication. Et du coup, tu t'occupes de tout le monde. Donc tu vois, je prenais pas de pause pour aller, aux toilettes. Tu dois répondre à tout, tu dois trier les urgents AFP. En fait, c'est une formation accélérée quand même formidable. Hyper stressante, mais hyper complète. Tu es au service des autres, donc tu es une petite main. Tu es vraiment la cheville ouvrière des JT, entre ceux qui veulent pas les écrire, entre les stars, non mais c'est vrai, tu as une observation géniale du métier que je vais faire plus tard, mais c'était hyper intéressant d'observer ça et de voir comment chacun, mettait cette rigueur, son regard, sa distance, son investissement personnel et son rapport à l'information. Ça m'a beaucoup appris. Donc, c'est un travail super compliqué. Pour autant, Intense quoi, ouais, intense. intense. Pour autant, tu montes rapidement les échelons. Quelques années chez LCI de 3 ans. Ouais, après, c'est un concours de circonstances et un facteur de chance parce que je suis au desk et puis il y a une journaliste du matin qui part en congé maternité. Et puis, il y a toujours ce jeu des chaises musicales avec d'autres présentateurs, journalistes bref, qui étaient déjà formés. Mais Jean-Claude Dacier, qui était le patron de l'info à l'époque, enfin le patron de la chaîne, me fait faire du training. Tu vois, il veut tester en fait la capacité, puisqu'au desk, tu es formé aussi. Tu écris les JT des autres. Donc, en vrai, normalement, tu as quand même les capacités d'en écrire un pour toi. Et c'est souvent d'ailleurs des tests qu'il fait faire à des pigistes du desk, ce qui a été mon cas. Et puis, ça m'a permis de faire un remplacement sur une matinale, puis très vite d'avoir une matinale, puis un duo avec Thierry Gilardi qui a été formidable, qui m'a beaucoup... vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. C'était une matinale complète avec des invités culturels. Donc, c'est vrai qu'en peu de temps, j'ai vachement appris à LCI. Et donc 3 ans. Ouais, je crois. Et puis ensuite, on te propose de devenir l'un des visages de TF1, de devenir la doublure Ouais. du JT de TF1. Et là, tu refuses. Oui, et là, c'est pas du tout ce que je veux faire, en fait. Donc, je voulais continuer ma matinale. Je voulais apprendre. Je voulais continuer à me... Je me réjouissais vraiment, malgré les levées à 4 heures du mat. J'ai eu un plaisir fou à faire cette matinale, vraiment. Et j'avais encore à apprendre et à faire, notamment avec Thierry et toute l'équipe éditoriale qui bossait dessus. Et c'est vrai que ce nom, assez naturel, spontané, il n'y a pas ce calcul de vouloir devenir ça. Enfin, je veux pas devenir ça, en fait. Mais est-ce que tu, pour toi, tu sais que c'est un choix risqué? Je veux dire, tu deviens la doublure, je crois que c'était Claire Chazal encore à l'époque. Ouais, c'était Laurence Ferrari qui était la doublure de Claire Chazal à l'époque. Et donc, tu aurais pu devenir à terme le visage de TF1. Oui, mais c'est... Enfin, tu vois, tu as compris dans ma Bien formation. sûr. Je visais pas ça. Je visais pas ça. Déjà, en étant 3 ans LCI, tu en vois les contraintes du JT. Tu vois très bien la sélection, la hiérarchie de l'info. Tu vois bien que tu es un vecteur qui obéit malgré tout à une logique. Donc, cette liberté éditoriale, tu ne l'as pas. Tu as un plaisir sans doute fou et il faut être fait pour ce métier. Et oui, j'admire les Laurent Delahousse, David Pujadas, c'est brillant. Enfin, c'est des gens que j'admire, mais qui sont faits pour ça et qui le font très bien. Ça n'est pas mon cas, donc pour le coup, tu vois, j'ai pas l'ombre d'un regret. Voilà. Donc, départ du groupe pour arriver sur M6 pour l'émission Zone Interdite, un véritable monument de la télévision. Hein. C'est l'émission qui est en alternance avec Capital Ouais. le dimanche. Je pense que c'est là aussi tu deviens une immense star de la télé. Comment ça se passe ces années Ouais, immense star, je sais pas. Encore une fois, c'est ce refus du 20h qui propulse les choses, qui accélère, si tu veux, en effet, finalement, les opportunités. Donc, après avoir connu l'immédiateté du news, c'est-à-dire la fabrication d'un JT, je trouvais intéressant
puisque j'ai eu le choix et beaucoup de propositions, d'aller sur un magazine où on avait le temps. Bon, d'abord, comme tu le dis, c'est un peu une institution zone interdite. Moi, jeune et petite et ado, Patrick de Carolis, c'est vraiment un magazine que j'appréciais et qui était novateur dans sa façon de raconter la société. Et je me suis dit, bah là, je vais passer enfin sur du long temps pour regarder comment on fabrique, pas encore du documentaire, mais en tout cas des reportages plus longs. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à m'investir dans ce magazine. J'étais rédactrice en chef. On était 3, mais c'était très collégial. Il y avait Je me sentais exister éditorialement. L'équipe était géniale. Donc, j'ai encore beaucoup d'amis qui sont des gens qui travaillent sur cette émission ou à M6 d'ailleurs. Et j'ai beaucoup d'affection pour cette chaîne. Donc, voilà, ça a été des années super. Après, à un moment, petite frustration également de ne pas peser davantage, mais c'est tout à fait logique, sur quels sont les sujets qu'on va initier. Tu vois, donc il y en avait des formidables que j'ai adoré défendre, mais vraiment. Je pense qu'il y a eu des choses très importantes dans c'est pas carrière, mais dans le sens que je veux donner à mes films, et d'autres qui sont un peu plus ce qu'on appelle des marronniers dans le jargon, et qui me passionnaient pas. Tu vois. Et moi, en tant que rédactrice en chef, Mm. enfin, dans le métier, tu pousses les sujets que tu veux, mais comment ça fonctionne, justement, ces métiers? Alors, ce sont des titres honorifiques, on va pas se mentir. Ok. Tout le monde est rédacteur en chef quand tu incarnes un magazine. Je l'étais, j'ai souvent d'ailleurs négocié en disant ça ne se fait pas, je m'en vais, ce qui n'est pas hyper chouette, mais je l'ai fait 1 ou 2 fois, c'était hyper important pour des sujets qui me tenaient très à cœur. Donc, tu as du poids. Mais tu n'es pas seul non plus à décider, quoi. Il y a une chaîne, c'est M6, le magazine, il existe depuis 20 ans avant toi. Ils savent mieux ce qui va marcher sur le public que toi. Pensent-ils tous en télévision? Ça n'est pas forcément mon opinion. Et c'est pour ça que plus tard, je vais me mettre à produire. Donc voilà, tu rongeais ton frein en tant que Un peu. J'ai adoré, attention. Bien sûr, non, bien sûr, mais Ouais, ça a été... tout ça m'a façonné, quoi, et m'a donné un éclairage, un enrichissement et une façon de produire aujourd'hui et d'accompagner des réalisateurs parce que j'ai pu occuper tous ces postes-là et c'était vraiment passionnant. Il y a toujours cette notion de liberté Ah ouais, toujours, depuis le début, ouais. qui marque ton parcours. Et là, à ce moment-là, tu quittes Zone Interdite. Oui, Chaos Prod est déjà créé. ouais, en fait, j'ai été quand même, on n'est pas complètement fou. Je la crée en étant encore un peu, évidemment, Arrête ton départ. Oui, puis d'ailleurs, non, mais j'ai proposé quelque chose de très personnel à Gaza. Je crois que c'est le premier film que je produis et que je réalise, c'est Jeunesse sous surveillance. Et je veux aller à Gaza depuis des années. Je saoule tout le monde avec Gaza. Et à M6, on me dit, ouais, Gaza, Ça saoule tout le monde. ouais, anxiogène 1000, franchement, personne va te le prendre. Et puis, ça ne fait que renforcer enfin, je veux dire, mon obsession d'y aller et de le faire, mon film. Et voilà. Et je le fais. Et finalement, d'ailleurs, je crois que que M6 me le prend, finalement. Et puis, j'ai un prix qui récompense une première œuvre audiovisuelle, le prix Marcel Julien, qui, à l'époque, me donne c'est pas du courage, une assurance que j'avais pas. Mhm. Tu sais, quand on te dit, mais elle va produire, refuse pas la télé, t'as une place en or, qu'est-ce que tu vas aller faire ça? Et en plus, Gaza. Bon, j'ai un prix, il est vu, il est apprécié, ça veut dire qu'il est reconnu, ce travail. Il m'a beaucoup nourri, parce que c'était hyper important pour moi de faire ce film sur la jeunesse, qui a été la pierre fondatrice des autres films qui vont venir. Parce que tu pars à Gaza, donc territoire assez difficile. Mm. Tu es enceinte à cette période, Oui, caméra à la main, et tu vas à la rencontre de la jeunesse gazaoui. Donc tu vas suivre le parcours de différents jeunes, certains qui ont connu une sorte de jeunesse dorée, qui ont fait des études, et d'autres qui sont des taupes, c'est-à-dire qui vont sous les tunnels exactement. et faire des convois entre Ouais. l'Égypte et Gaza pour du rationnement, en fait, tout simplement, parce que c'est un territoire qui est Qui est enclavé, totalement. Et ouais, absolument, c'est très juste. C'est bien que tu me remémores, en effet, et que tu l'as vu du coup récemment. Je le co-réalise avec Édouard Bergeon, qui depuis a fait une très belle carrière aussi, notamment au cinéma. On est tous les deux. Et en effet, on est juste pendant l'opération Plomb durci. Et tu vois, la résonance, on en parle aujourd'hui, où on est encore... Enfin, je veux dire, l'actualité, la violence qui s'abat sur ce petit bout de terre, je veux dire, ces films-là, il faut les faire, il faut continuer à les faire, il faut continuer à se pencher sur cette jeunesse qui trinque et qui est totalement sacrifiée. Et j'ai aussi rencontré des jeunes, alors si tu l'as vu récemment, des jeunes rappeurs qui sont hyper connectés à l'Occident, à nous, qui sont brillantissimes, qui sont cultivés, qui connaissent mieux les équipes de foot, Benzema, le Real, etc. Donc,
c'est aussi toute cette méconnaissance qu'on a sur ce petit bout de terre et c'était... Et un bout de terre où la jeunesse, c'est 80% de la population de Gaza moins de 18 qui a ans. à moins de 18 ans. Et c'est quoi, qu'est-ce que tu gardes de ce reportage, de ce documentaire? Je garde cet espoir que des frontières s'ouvrent. Évidemment, je ne vais pas te parler ici de processus de paix, etc. C'est pas l'objet, on n'a pas le temps de faire un point géopolitique. Mais en vrai, je garde l'espoir, tu vois, que des jeunes puissent obtenir ne serait-ce que des visas pour venir se nourrir, montrer leur talent. Moi, j'ai rencontré des jeunes breakers, c'est fou le talent qu'ils ont. T'as des peintres, t'as des dessinatrices, t'as des étudiantes à Gaza City aussi qui crèveraient de venir se nourrir ici et on devrait pouvoir permettre ça. Donc, si tu veux, moi, c'est d'avoir vu une jeunesse, en effet, asphyxiée dans un territoire où tu tournes en rond et où... Pour autant qui ressemble aussi à la jeunesse qui est Absolument. dedans, qui a des rêves et des envies qui sont parfois similaires. Ouais. Alors qu'on... Qui est sensible à la fois aux modes, à nos modes de vie, qui est hyper, non pas envieuse, mais très à l'écoute de tout ce qu'on peut dire, nous, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Donc, on a cette responsabilité-là. Et pour ça, on doit aussi aller les voir. Enfin, il faut être un pont. Je fais ce métier pour ça, moi, à la base. Donc, il faut jamais perdre de vue qu'on sert à être ce point d'ancrage, ce pont de transmission, quoi. Et donc, tu le disais, ce reportage, c'est un peu la première pierre de ce que va devenir 416 Prod. Et là, tu vas faire des documentaires qui sont hyper engagés. On a vu L'entrée des trappistes, ce fameux documentaire qui retrace le parcours exceptionnel de Nicolas Anelka, Omar Sy, Jamel Debbouze. Alors, d'ailleurs, sur un petit territoire comme celui-ci, une petite ville comme Trappes, on se demande tous comment trois grandes personnalités françaises ont pu émerger comme celle-ci. Donc, tu reviens sur ce parcours-là, qui te touche. Ouais, puis il y en a plein d'autres, des personnellement. trappistes qui ont fait des carrières Bien sûr. incroyables. Je pense même à tous ceux dont on connaît moins, mais Rachid Benzine, tu vois, qui Ouais. est à la fois dramaturge, historien, islamologue. Enfin, c'est quand même hallucinant ce petit bout de territoire, en effet, de Je pense que banlieue dont on parle si mal aujourd'hui et qui a fait naître, en effet, des talents très divers, pas uniquement des footballeurs et Bien sûr. des stand-uppers ou des acteurs. D'ailleurs, la banlieue, tu en reparles aussi dans Villiers-le-Bel, la contre-enquête, diffusée il y a quelques années sur France 2. Ça a fait suite au drame qui a touché deux jeunes à Villiers-le-Bel. S'en est suivi des émeutes. Et d'ailleurs, je regardais un bout d'émission que tu avais fait, notamment avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Ouais. lors des émeutes qui parlait Oui. des émeutes de 2005, notamment sur le rôle de la police et Ouais. les jeunes. Donc, en fait, on a l'impression qu'il y a quand même des éléments qui sont là et qui te suivent depuis le début. Oui. Bah, il y a une colère malgré tout sur un système injuste qui empêche une immensité de population de se réaliser. Donc, si tu veux, c'est le premier des combats, c'est celui-ci. Avant d'être sur l'enfance et sa protection, il s'agit d'abord que tout le monde ait à peu près les mêmes armes intellectuelles pour se réaliser. Donc, c'est vrai que ces expositions, ces écrins comme Zone, où c'était Hortefeux, je crois, qui était ministre de l'Immigration à l'époque, j'adorais ces moments-là, parce que je bossais, et qu'il me semblait que c'était hyper intéressant de les confronter à une réalité, peu importe qu'ils veuillent la voir ou comment ils veulent y répondre. Et puis ça avait tendu, ça avait fait du bruit. Franchement, j'avais eu c'était un peu compliqué à vivre parce que les policiers étaient hyper remontés. La chaîne avait pris ma défense, mais en même temps, on m'avait dit, bon, mignonne, Thuriot, on va plus lui filer d'interviews, c'est trop compliqué à gérer. Et ça, je l'ai un peu mal vécu. Si tu veux, ça fait partie des raisons qui font que je suis allée produire. C'est que où on a une liberté de dire les choses et de taper un peu du poing sur la table. La contre-enquête de Villiers, oui, on arrive après, mais j'ai pu permettre à des familles d'exprimer ce qu'elles n'avaient jamais pu dire. Et en ça, tu répares déjà un peu des cœurs. C'est super important. Ça commence là, en fait. Avant que la justice fasse son travail, on doit aussi permettre à des familles, pour aller plus loin et dépasser le chagrin, d'exprimer les choses, d'être écoutées, d'être entendues. C'est ça la mission qui est la mienne, en tout cas, depuis longtemps. D'autres reportages ont suivi, des très engagés. On a vu notamment les réseaux de la haine avec Rokhaya Diallo il y a quelques années. On va pouvoir y revenir parce qu'il y a des, notamment,
les réseaux sociaux, c'est Bah oui, un vrai on sujet. était dans les premiers, c'est la première à avoir porté plainte. En tout cas, c'était une des premières en France qu'aujourd'hui a porté plainte contre son, son agresseur qui appelait, je me souviens, mais au viol, au meurtre. Et elle n'avait pas lâché et on suivait ça. C'était super parce que c'était une première et on se rend compte qu'au procès, on a un espèce de gars, mais comme on se doute. Mais c'est bien de le dire Bien et de le sûr. comprendre pour que des tas de jeunes gens aujourd'hui victimes de ça se relativisent aussi Et que cette liberté, en tout cas, enfin, sur les non-vies. exactement, il y a il y a le harcèlement Ouais. qui est très présent aujourd'hui, encore, Ouais. malgré tout. On Regarde, le vit c'est actuellement avec la petite Lindsay. terrifiant. Si J'arrive pas à me remettre. Ouais. tu t'es engagé aussi sur des campagnes contre le harcèlement, la Mm. protection de l'enfance, ça en fait partie. C'est quoi ton regard sur... Et quel rôle peuvent avoir les médias, justement, sur ces fléaux? Les médias aujourd'hui, ils ont un rôle et ils l'utilisent. Je trouve que c'est bien. Tu vois, moi, à mon époque, on parlait ni d'harcèlement ni d'isolement scolaire et il n'y avait pas de réseau, certes. Donc la violence, ça restait chez toi quand tu rentrais le soir, mais on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, on en parle. C'est quand même une chose hyper importante. On en parle. Ce qui foire, c'est que sur le terrain, je pense que les pouvoirs publics, les ministères de l'éducation, les moyens consacrés à cette lutte, ils sont mis, puisqu'il y a des choses qui sont mises en place. Je ne suis pas certaine qu'on soit sur les bons dispositifs. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, faut se rendre compte de ce que c'est que d'être dans ce tunnel-là. Et on ne peut pas aujourd'hui, en 2023, se dire qu'un directeur, un proviseur, un principal ait répondu à une jeune fille, ouais, débrouille-toi, c'est pas notre souci. C'est pas possible, en fait. On ne peut plus entendre ça. C'est pas possible. Moi, ça me met dans une colère dingue. Donc peut-être que à force de drame, on va un peu se réveiller sur notre façon dans le système scolaire de protéger ceux qui arrivent aujourd'hui à parler. Grâce à la médiatisation, tu vois, cette petite Lindsay, elle a dit, à mon époque, on disait pas, hein. Tu disais ni à tes parents, ni encore moins en cours. Ouais, c'est clair. Donc en fait, on a aujourd'hui les signaux pour qu'on puisse davantage protéger. On sait très bien que de confronter un harceleur et de lui faire la leçon, je veux dire, ça peut que envenimer ou être pire, quoi. Moi, j'ai fait un film récemment qui s'appelle Les Indiens contre-attaquent et qui prône une méthode qui est une méthode différente d'Emmanuel Piquet et qui permet de résoudre de façon très courte et brève des situations de souffrance. Alors, il y a zéro solution miracle, hein, évidemment. Mais je trouve que ça donne des outils à des familles, à des jeunes gens, d'essayer d'opérer un changement rapide, parce que ça va très vite. Et ça va très vite. Cet enfermement, il va très vite. Et tu ne trouves plus d'échappatoire. Et l'envie de plus faire partie de ce monde est là. Elle est présente. Tu interpelles aussi, d'une certaine manière, les politiques. Ouais, On a vu aussi pendant la campagne présidentielle où le produit au tableau, ouais. c'est donner la parole justement à des enfants face aux politiques. C'est une émission qui est assez particulière parce que dans la spontanéité, on voit les politiques Sont déstabilisés. stabilisés. On a Valérie Pécresse et autres, des fois face à des enfants. La première année, c'est en 2017. Ouais. C'est un carton. Vous avez Mm. réitéré en 2022. Encore après, oui. Il y a eu quelques critiques sur le fait que on adoucit les politiques, mais c'est aussi important de les voir. Ah, tu veux dire que Bien. les critiques sur le fait qu'on les rend Oui, sympathiques Exactement. Ouais, ok. Ouais. Alors que c'est important aussi de les voir face aux questions d'enfants et de les voir sous un autre angle qu'une émission télévisée. Ouais, de toute façon, ils sont visibles, ils sont partout. L'angle différent d'être sur des enfants vraiment entre 8 et 12 qui ont encore cette naïveté sans se regarder poser des questions. Après, quand tu es plus grand, tu commences à être dans un raisonnement. Là, ce qui est génial, c'est de cueillir spontanément des questions à la fois très basiques et auxquelles les politiques ne sont pas du tout habitués et ni formés par leur armada de communicants. Et ça, que tu sois Zemmour, Pécresse, bon, Marine Le Pen n'a jamais voulu venir, mais c'est dommage. Je pense pas qu'on soit en promotion d'un politique, au contraire. Au contraire, je pense qu'on en souligne les failles, qu'on rend peut-être digestes et compréhensibles des méconnaissances qui sont hallucinantes, ou au contraire, des failles d'enfance. Enfin, j'ai souvenir, moi, de moments aussi très touchants sur la première salve politique, où on apprend aussi à connaître des hommes et des femmes qu'on connaît que dans le prisme de combattants politiques. Donc non, moi, je suis assez fière de cette émission et de ce qu'elle véhicule.
En parlant de Marine Le Pen, tu as produit un documentaire sur justement ces Les Français électeurs. qui votent pour le RN maintenant. Tu vas en Moselle, tu vas en Picardie, tu vas rencontrer vraiment ces personnes qui parlent. Et, voilà, pourquoi ils votent le Front National. On voit que là où il y a de la désindustrialisation, la montée du RN est forte. Pourquoi c'est important de montrer ces visages? C'était important parce que je pense que rien n'a changé, que je pourrais le rediffuser aujourd'hui et enfin, il sera intéressant, évidemment, de continuer de faire ce type de documentaire. Il vote FN, c'était hyper intéressant à l'époque de montrer que tous ceux qui votaient Front National, qu'ils soient de milieux privilégiés ou de milieux plus populaires, étaient en méconnaissance totale, n'étaient pas entourés d'étrangers, les métiers n'étaient pas menacés par des immigrés. Donc on est vraiment sur cette peur qui est prônée avec les médias et en fait avec la télé et le JT qui te vendent la peur. Enfin, je trouvais que le doc était assez édifiant sur il n'y a pas quelqu'un qui connaissait une mesure du programme, tu vois, et il y a un moment, il faut le démontrer dans les foyers, en fait. Et je pense même qu'auprès de quelques électeurs et de familles, ça a pu quand même montrer l'inutilité du vote, en vrai. Parce que bon, il y a cette crainte, hein, bien évidemment, de se faire voler son métier, et le RN promeut la préférence nationale. Ça va me permettre de faire une transition justement avec Premier de Corvée, un documentaire qui sort aujourd'hui sur Arte, qui retrace le parcours de Makan Baradji, qui est un travailleur sans papier, présent en France depuis 4 ans, d'origine malienne, qui a laissé femme et enfants là-bas, ouais. et qui vient pour bosser. Il le dit, on n'est pas là pour prendre des photos de la Tour Eiffel, on est là pour bosser. Là-bas, ils sont dans la merde, donc on est aussi dans la merde. Et on voit l'envers du décor un peu. Comment c'est venu Mais en fait, je fais un pont avec C'était intéressant la façon dont tu mènes l'entretien, parce que le film du FN dont on parle, on est sur cette peur et on est surtout aujourd'hui encore sur un discours qui est préférence aux Français et les immigrés vont venir prendre nos jobs. Ok, Premier de Corvée. Il est fait pourquoi à la base, avant même Macan la rencontre avec Camille Mirand, Julia Pasquale et Émile Costard, qui sont ces brillants réalisateurs qui sont venus me porter ce projet, il y a l'idée pour moi depuis longtemps de dire, ok, on enlève les métiers sous tension, et on enlève ces métiers dégradants et les moins payés, et on est dans votre raisonnement. Je veux dire, on mange plus, on a des poubelles jusque-là, on n'a plus de femmes de ménage, le bâtiment, ça s'arrête, les travaux, là, demain, ils ne redémarrent pas. Il n'y a rien, la France, elle s'arrête. Parce qu'on est sur des métiers sous tension où les Français de souche, puisqu'il s'agit là de reprendre un petit peu le verbatim RN, il n'y a rien, la France, elle est bloquée, ça ne marche pas. Je veux dire, c'était ça la base de l'envie. C'est un contre-pied aussi aux paroles du président de la République Emmanuel Macron, qui parlait des premiers de cordée il y a quelques années, en 2018. Il disait que si jamais les premiers de cordée tombent, toute la chaîne tombe et il n'y a plus personne. Et là, on l'a vu quelques années après, la crise du Covid. Et là, on a vu que les premiers de cordée, c'était les premiers de corvée. Exactement. Et que les postes peut-être intellectuels étaient à la maison, en télétravail, des fois, on ne travaillait plus. Par contre, ces métiers, ramasseurs, ceux qui ramassent les poubelles dans la rue, ceux qui font le ménage, etc., s'ils s'arrêtaient, comme tu disais, il n'y a plus d'économie. Il n'y a plus. Et puis, tu ne manges plus. Enfin, il y avait le Covid, tu te souviens ? Bien sûr. Tu n'as plus de livreurs. Et ça a été flagrant. Et je trouve que de le faire un peu après, là, il y a des échéances bientôt, comme d'habitude, d'ici 2 ans. C'est un film hyper important. Alors, ça a demandé le courage, en effet, d'un de ces travailleurs clandestins qui n'ont pas de papier. Et c'est Macan. Et là, c'est tout le talent d'Émile, Julia et Camille qui, eux, travaillent au Monde et depuis longtemps avaient noué ces relations. Alors, Julia, elle s'occupe du service immigration du Monde. Donc, eux, ils avaient des liens depuis longtemps avec des travailleurs sans papier. Pas seulement Macan, des tas de travailleurs. À la base, on voulait faire un film plus collégial. Et puis, pour Arte, il fallait individualiser une trajectoire. Et Macan nous a paru celui qui représente une majorité silencieuse et invisible. Et je suis hyper émue pour tous ceux qui sont dans cette invisibilité, de se voir représentés par lui dans toutes les nuances et le double sacrifice, la double peine, malgré tout, qui est la leur sur notre territoire. Et ce documentaire, il commence par un contraste. On le voit au démarrage,
un grand restaurant Un grand parisien resto parisien, ouais. qui est en pleine festivité et les arrières cuisine avec Macan, plongeur et plein d'autres qui font ce travail. Alors, tu remarques que le premier plan de notre documentaire, c'est les cuisines, Ouais, c'est les cuisines, en effet. et que Donc, pour une fois, on voit. la vie citadine et festive, blanche et privilégiée, est vraiment du sous-texte, est un sous-plan, est au second plan. Et j'aime bien aussi cette idée d'avoir démarré le film de cette façon. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que par rapport à d'autres documentaires, il n'y a pas de commentaires en fond. C'est Il vraiment. n'y en a jamais chez nous. Il n'y en a jamais. C'est votre signature. Ah ouais, moi je veux pas de commentaires. Et ça, Parfois, je sais très bien qu'on est parfois contraint, mais je crois que de tous les films que j'accompagne depuis que je fais ce métier, il n'y a pas de commentaires. Peut-être sur Front National, parce qu'on était sur une écriture particulière pour M6. Mais sinon, non. L'idée de pas de commentaires, d'abord, c'est un film documentaire. Moi, j'aime les films de création, des films d'auteur. Et le commentaire induit toujours un prêt-à-penser, te donne un peu la sensation qu'il faut t'expliquer les choses et donc te dire comment penser. J'essaie au maximum d'accompagner les films où il n'y a pas de commentaires. C'était aussi la volonté de Julia Pasquale, Camille Mirand et Émile. Donc là-dessus, on était raccord. Et puis cette voix off de Macan, il est co-auteur, Macan. Ouais. On a imposé à Arte qu'il soit co-auteur. Il faut qu'il soit fier d'un film qu'il porte. C'est aussi un objet pour sa famille. C'est quelque chose qui raconte une histoire qu'il va porter. Et donc, c'est sa voix et il participe à ce film aussi. Dans ce film, on voit des choses qu'on ne s'imagine pas forcément lorsqu'on ne connaît pas forcément le domaine et les travailleurs sans papier. Macan, qui a 2 métiers. Plongeur, qui est un métier en extra. Ouais, ils sont tous de boulot. Hein. Et livreur sur une célèbre plateforme de livraison. Ce qui induit aussi plein de stratagèmes, de devoir être un alias, c'est-à-dire avoir un prête-nom. En fait, avoir un alias et en avoir quelqu'un qui te file ses papiers. Mais ça, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, on sait très bien dans la restauration qu'on n'embauche sans doute pas Macan, mais un autre. Mais en même temps, il faut bien des gens en cuisine. Et je leur jette pas la pierre, c'est des restaurateurs qui font un boulot incroyable et qui accompagnent vraiment leurs travailleurs, et j'en connais beaucoup, et qui passent un temps administratif à les aider, à les régulariser. Je dis juste que la réalité, c'est que si tu prends pas un alias, t'as pas de vaisselle et donc tu peux pas servir les clients. Donc la réalité, c'est que ces postes-là, ce sont les immigrés sans papier qui les occupent, parce que sinon, personne ne ferait ce boulot. Une image marquante, on voit le travail de la CGT. Alors moi, j'étais le premier surpris de voir ce travail de la CGT. C'est vrai que on les voit sur les piquets de grève, organiser les manifestations, etc. Mais ce travail d'accompagnement, l'humanité qu'il y a derrière, c'est assez impressionnant. Et il y a une image, c'est un poster, ils vivent ici, ils bossent ici, ils restent ici. Et on voit tout cet accompagnement incroyable. Et on nous explique qu'il faut 24 fiches de paie pour pouvoir demander une régularisation. 3 ans de présence sur le territoire. 3 ans de présence, c'est pas forcément évident lorsqu'on est payé en extra. Et qu'il faut aussi l'accompagnement du patron. Et donc, tu le disais, il y a des patrons qui le font, d'autres qui ne le font pas. On voyait des coups de fil de la CGT en train de leur dire, pas menacer, mais de montrer les muscles pour qu'ils puissent les accompagner. Il y a des grands restaurateurs, des grands restaurants qui embauchent ces travailleurs, ce qui montre le besoin, la nécessité d'avoir... Des étoilés, des très grands chefs, et partout, ils sont partout, dans des tout petits restos comme dans les grands. Et c'est vrai que de montrer les coulisses du travail de la CGT, moi j'ai été la première émue et très heureuse de pouvoir décortiquer sur le terrain ce travail d'accompagnement et l'humanité de Jacques, Marilyn, tu vois, de me dire que la France c'est aussi ça, quoi. C'est des hommes et des femmes qui consacrent et qui ont des permanences et qui donnent de leurs heures pour essayer de donner le mode d'emploi et de se battre pour qu'on soit sur des droits respectés, en fait, et qu'on soit juste que des citoyens, n'aient pas que des devoirs, mais aussi des droits. Donc c'est super que notre trio ait pu aussi capter cette réalité dans le film. Et c'est super qu'ils aient pu te trouver aussi, parce que c'est pas évident, c'est une très belle aventure éditoriale tous ensemble. On discutait avec Lajli, réalisateur des Misérables, qui nous disait que son film, justement, ça a été compliqué à monter. Il a eu le CNC en 2008, je crois, et il a sorti le film en 2018. C'est son premier film, donc, ce qui demande du budget. On parle beaucoup aussi d'exception culturelle à la française actuellement, avec
tout ce qui s'est passé, les prises de position engagées lors des Molières, lors du Festival de Cannes, ces réalisateurs, etc. Quel est ton regard justement sur la situation des documentaires du cinéma en France et ces difficultés parfois à pouvoir faire des films? Je sais pas si je vais être la meilleure et la plus outillée pour te répondre. J'ai quand même le sentiment, pour avoir beaucoup voyagé, qu'on est un pays, heu, i on a de la chance. On a de la chance. Évidemment, il y a du lobbying partout. Il faut se battre davantage pour faire exister un propos, pour que les plus discriminés le soient moins. C'est une évidence, en fait, de le dire. Mais il y a un CNC qui permet à des films d'auteur, qui permet à des petits films d'exister. Heu, il y a une autre disparité qui est un mec qui va planter un film pour en faire un deuxième, la femme peut-être un peu moins. C'est encore une autre réalité dont on va peut-être pas parler ici. Mais je fais pas forcément partie de la meute qui va crier à l'indignation des pouvoirs publics qui font pas leur taf ici. Parce que voyagez dans d'autres pays et voyez combien, si vous avez pas l'argent vous pour vous le financer, pour aller convaincre un énorme label, un énorme distributeur, vous le faites pas votre film. Heu, J'entendais aussi la réponse de la ministre de la Culture, par exemple, aussi à ce sentiment de il faut qu'on s'encourage les uns les autres pour que ces subventions ne réduisent pas et continuent d'être là et soient équitablement, versées. Regardez que chaque projet, qu'un Ladj attend 10 ans pour que son film se fasse, c'est pas normal. Mais tu mélangeais 2 sujets sur le fait qu'on soit toujours à dire, en France, le cinéma d'auteur, non, je pense qu'on a cette exception culturelle et que tout le monde a envie qu'elle continue d'exister et qu'il faut continuer de l'encourager, en fait. Quel rôle peut avoir justement ce film, Premier de Corvée, dans le débat public actuel? On sait qu'il y a un gros sujet sur l'immigration et les travailleurs sans papier. Quel est ton souhait? Quel film peut-il avoir pour encourager ou pousser la réflexion? Ben, on aimerait que la loi devienne un peu plus équitable et qu'on soit davantage, sur, l'idée évidemment, c'est pas de tout régulariser, ça n'arrivera pas de toute façon, mais c'est d'en réduire la difficulté administrative qui permettra finalement à employeurs les charges également, qui permettent aux employeurs, en fait, facilement, bah, d'être dans cette, humanité logique de: «Je t'emploie, t'es payé, t'es régularisé, tu travailles pas en ayant peur, en fait, d'être dans ce pays». Enfin et ça, on peut le faire politiquement. Donc arriver aujourd'hui, dans l'agenda politique, c'est bien. Je pense que c'est un film qu'on va défendre, on va le projeter à l'Assemblée nationale, on va essayer vraiment d'aller le montrer le plus possible, aux décideurs et aux ministres et que les restaurateurs nous soutiennent. Là, Thierry Marx, fait un super travail aussi autour des restaurateurs parce qu'il est dans ce même combat et on l'entend régulièrement. Donc j'ai l'impression qu'on arrive au bon moment, en tout cas, en termes de visibilité. Et ça arrive que des films fassent changer les choses. Bien sûr. Je reprends le Indigène, il y a quelques années, en 2003, après une projection avec Jacques Chirac, une projection privée entre Jamel Debbouze, Rachid Bouchareb et Jacques Chirac. Le lendemain, Jacques Chirac a demandé en Conseil des ministres à ce que la question des tirailleurs soit revue et que les indemnités, alors je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, ouais. Les pensions, c'est la pensions. première. Pour moi, c'est le premier film vraiment politiquement qui a fait bouger les choses et qui a été hyper important. Enfin, je parle en France, là, sur notre politique concrète. Mais moi, c'est ce qui m'a motivée, Indigène, et cette histoire, elle était dingue. Et puis, je sais que ce mec-là, que je connais bien, et que dans un investissement humain, enfin, c'est aussi pour ça qu'on est proche, c'est qu'on peut faire bouger les choses. Tu vois, Bouche Cousue qui monte ce juge que j'aurais aimé être dans une autre vie. Après, il devient le président de la Civis, qui aujourd'hui est la commission d'enquête sur les victimes d'inceste qui peuvent parler de leur histoire. Les mères peuvent aussi venir parler de leur histoire. Et ben, je pense que Bouche Cousue l'a rendu assez visible pour que politiquement il soit nommé. C'est que politique. C'est qu'un film, il peut changer des choses, il peut les améliorer, il peut permettre à ce qu'il y ait des sous qui soient. Brigitte Macron avait aussi fait une donation à des hôpitaux sur la prise en charge des enfants justement qui sortent de l'ASE, sur le plan médical et scolaire. Donc tu vois, il faut continuer à porter des films indépendants, à les porter au plus haut, et c'est là notre responsabilité de producteurs indépendants.
D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder sur le site 416 Prod et de voir l'ensemble des films qui ont été produits. Il y en a énormément sur plein de sujets. On voit Itinéraire d'un enfant Ouais. placé. Tu parlais de Bouche cousue et de plein d'autres qui sont importants et qu'il faut regarder, qui peuvent aussi faire changer des mentalités, faire bouger les lignes, notamment politiques également. Et c'est important. Ce film, Premier de Corvée, qui est disponible sur Arte. Arte.tv dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, qu'il faut aller regarder, Merci. qui sera diffusé également à la télévision. Bien sûr, sur Arte, mais ça, c'est au mois de juillet, donc c'est bien d'encourager les gens à se connecter. C'est gratuit, tout le monde peut. Puis c'est une le super regarder plateforme en Arte, donc c'est quoi tes prochains sujets? Alors, il y en a pas mal. Il y a un autre documentaire qui a été livré à France Télévisions, qu'on a fait dans la même temporalité, au long cours, sur les pouponnières, c'est-à-dire le début de la vie d'un enfant placé. J'en ai fait beaucoup, des films autour d'un enfant placé, et je vais pas arrêter. Mais là, on est sur le début d'une vie, c'est-à-dire comment tu te retrouves en pouponnière, que tu sois né sous X ou placé parce que mauvais traitements familiaux. Et il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent, des bébés en pouponnière. Et c'est comment ils sont accompagnés dans le soin par ces puéricultrices qui font un travail incroyable qu'on ne connaît pas. On sait taper sur l'ASE, mais on ne sait pas aussi reconnaître qu'ils font aussi très bien et on en a besoin. Et c'est jusqu'à l'arrivée dans une famille. Alors, qui sont les familles qui vont accueillir ces enfants? On parle souvent d'adoption loin, dans les pays étrangers, et heureusement que les délais sont peut-être plus courts, mais il y a aussi des enfants en mal de famille qu'il faut arriver à protéger, à aimer et à accueillir. Donc ce sera Bébé placé, un film de Karine Dufour qui arrive bientôt à la rentrée. Dans la continuité, je parle aussi d'Incasables. Incasables, qui Incasables, deviennent incassables. Incasables, exactement. Ces enfants Ouais. qui sont en situation parfois d'autisme et qui sont placés. Et on voit la difficulté parfois, mais le travail extraordinaire aussi des éducateurs qu'il faut Exactement. souligner Ouais. et mettre en avant. Comme tu disais, des fois on tape, des fois quand ça va mal, mais il faut savoir le dire quand Ouais, ça va bien. toute une histoire de nuances. Et il y a aussi tous ceux qui font extrêmement bien leur boulot, qui sont mal payés, qui sont mal vus aussi par une société. Et l'idée chez nous à 416, c'est aussi de réparer un peu cette injustice-là. Et c'est comme ça, et en faisant des émissions avec toi ou avec d'autres, qu'on rétablit un peu les choses et que notre regard peut se porter avec un peu plus de, peut-être, d'acuité et de nuance, quoi. Est-ce que c'est frustrant de ne pas traiter tous les sujets Non, mais c'est super, t'as fait Non, mais un chemin qui était assez cohérent, en tout cas, de films importants. merci beaucoup. Il y en a d'autres, hein. Sarah Ouramoun Ouais, sur Sarah. son combat, Ouais. aussi sur Salomé Berliou et Chemin d'avenir. Ouais, C'est un sujet qui nous parle, hein, l'accompagnement entrepreneur dans les milieux ruraux. tout à fait. Nous, chez Les Déterminés, on est une association qui a développé l'initiative entrepreneuriale. Mais j'adore ce dans que les fait Moussa quartiers. Camara depuis très longtemps, et c'est aussi pour ça que je suis face à toi. Et je trouve que vous faites un travail essentiel que je voulais valoriser dans un documentaire il y a quelques années. On trouvera une façon un jour de le faire, mais c'est formidable ce que vous faites. Donc c'est très complémentaire, et je vous félicite à mon tour. Un grand merci pour Merci à cet toi. échange. Où est-ce qu'on te retrouve sur les... Où est-ce qu'on me retrouve? Tu me retrouves sur Click dans 2 heures. Yes, chez Mouloud Achour, Chez qu'on la aime beaucoup. Mouloud, sur Canal, en clair. Et puis bientôt, peut-être, derrière ton micro. J'ai pas beaucoup de réseaux, mais on a un site, 416 Prod, vous pouvez voir nos films. Il y a, moi, j'ai un Insta public qui est pas non plus hyper suivi, mais quand même, une petite est pas mal, communauté oui, qui bien est sûr. quand même là, et qui me fait des retours très précieux, d'ailleurs. Voilà. Eh ben, encore merci. On se retrouve en tout cas nous tous sur Arte, pour arte.tv, pour ce film Premier de Corvée. Et je vous dis à très vite sur Génération Déterminée.